Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Nous attaquons la dernière ligne droite de cette foire de libre et de ces forums des lecteurs. Le thème de ce forum des lecteurs est des vies. Nous recevons donc Anne Berest pour Les Patriarches aux éditions Grasset. Nous recevons également Marie-Hélène Lafont pour Les Pays aux éditions Buchet et Chastel. Et enfin Derry Bestingel pour Île déserte aux éditions Fayard. Ce forum des lecteurs est animé par Daniel Martin. Merci, donc très heureux de vous recevoir ici. Le titre de cette table ronde, c'est des vies. Est-ce que ce terme-là, des vies, vous paraît un terme juste par rapport à votre texte, Anne Berest? Est-ce qu'il dévie par rapport à mon texte ou pas? C'est pas dévie, déviation, déviance, voilà. parce que vous, ça pourrait être ça quand même. Exactement. C'est un terme très vaste, donc oui. Donc il est suffisamment vaste choses. pour englober Voilà. même les patriarches, Même Anne les Berest, patriarches, formidable. ouais. Alors, Thierry Bestingel, je trouve que ça s'adapte parfaitement à votre livre, qui est vraiment ancré à la fois dans ce monde, dans l'actualité, enfin qui est vraiment très présent. Oui, en fait, c'est des vies, effectivement. C'est des vies, pour moi, des vies relativement ordinaires. C'est surtout deux vies qui traversent mon livre, finalement. Alors, on va encore réduire, parce que Marie-Hélène Lafont, j'avais envie de dire que c'était une vie. Oui, il y a un précédent. Si c'est une vie, je pense à Maupassant. Oui, une vie et en même temps d'autres vies que la mienne. Parce que, évidemment, on peut, dans cette vie-là, qui est la vie du personnage, Claire, derrière cette vie-là se profilent toutes les vies de ceux qui se sont arrachés à leur milieu d'origine. Donc beaucoup de vies. Marie-Hélène Lafont, pour dire en quelques mots le thème de ce livre, le personnage Claire est originaire du Cantal, fait des études à Saint-Flour, est assez bon élève pour aller continuer ses études, poursuivre ses études à Paris. Et là, on est sur cette confrontation de ce personnage avec la ville, avec Paris. Et le terme « les pays », ça reprend à la fois cette expression provinciale de dire « c'est un pays », ça veut dire qu'il est du même pays que moi, mais aussi ce qu'on transporte dans sa tête quand on va ailleurs et ce qu'on amalgame sur place. Donc c'est tous ces mix. C'est rapidement, très rapidement résumé, mais c'est un peu ça. Alors effectivement, on pense tout de même à vous qui avez suivi exactement le même itinéraire. Oui. Alors on va débarrasser la question biographique tout de suite. Est-ce que c'est très autobiographique, un peu autobiographique ou pas? C'est plus explicitement autobiographique, mes précédents livres. Mais tous mes livres sont totalement autobiographiques. Donc celui-là, on peut... La traçabilité de celui-là, on va dire, du motif autobiographique dans celui-là, est plus évidente. Mais vous l'avez dit, ça n'est pas l'essentiel. L'os du livre n'est pas là. Alors l'os du livre, il est où? Il est dans, au fond, la nécessité de s'inventer. Et la nécessité de s'arracher à un pays premier pour s'inventer ailleurs. C'est de ça que parle ce livre. Mais je reviens à votre livre de l'année précédente, l'annonce où on voyait une femme du nord de la France répondre à une petite annonce d'un agriculteur arrivé dans le Cantal. On avait exactement ces transferts. Là, il ne fonctionne pas du tout. Thierry, venez au secours de Marie-Hélène Lafont. Rien ne fonctionne. Il n'y a que le mien. Je vais vous passer le mien. Celui-là fonctionne. Vous entendez? Non. Non, alors... Celui-là fonctionne. Voilà, là vous m'entendez. On a rétabli la communication, formidable. D'accord. Oui, alors... alors... en fait, c'est le mouvement inverse. Oui. Hein, c'est-à-dire que dans l'annonce, une femme issue d'un autre pays venait s'incorporer, corps étranger d'abord, dans ce lieu et dans ce milieu. Et dans les pays, le mouvement est inverse. Hein. Le personnage principal, Claire, part de ce lieu et de ce milieu pour aller apprivoiser un autre espace, un autre territoire au sens physique, géographique et culturel du terme. Et dans les deux cas, il s'agit d'apprivoiser l'ailleurs et l'autrement, dans les deux cas. Alors, ce qui se passe avec ce roman, vous avez écrit un certain nombre de romans, vous avez acquis en quelques années une réputation d'auteur. Ce qui se passe avec ce roman qui a été particulièrement bien accueilli par la presse parisienne, je dirais que c'est la première fois qu'on parle de vous
en vous localisant à ce point. C'est-à-dire, on a senti quand même la presse parisienne très contente de pouvoir dire « Ah oui, enfin on peut dire que Marianne Lafont, elle vient quand même du Cantal ». C'est-à-dire, espèce de non-lieu quand même. Hein. Et c'est la province et c'est la ruralité. Et j'ai l'impression que c'est la première fois, au fond, en lisant certaines critiques, qu'on vous a régionalisé. Est-ce que c'est votre sentiment et comment vous l'avez-vous perçu ? J'ai presque envie de dire que vous êtes mieux placé que moi pour avoir ce type de regard en surplomb sur la façon dont le livre a été reçu. Je crois qu'on aime à situer les trajectoires et les êtres, et en l'occurrence les auteurs. Et ce livre-là permet de situer le travail que je fais, de le situer entre les deux pôles vitaux qui sont, il se trouve les miens autobiographiquement, mais qui sont aussi mes deux pôles d'écriture et de vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a été plus aisé de le repérer sur une trajectoire. Mais pour moi, même si je suis très heureuse du fait que le livre ait été extrêmement visible, pour moi, ce qui compte, c'est le travail à l'établi et l'attention vers le prochain. Et le texte en train de s'élaborer, en train de continuer. Et le fait, au fond, que le livre vienne d'un endroit pour aller ailleurs ne fait que ajouter, si vous voulez, à cet élan que j'ai pris quand j'ai commencé à écrire il y a 16 ans. Voilà. Alors, juste un point. Là, effectivement, sur l'œuvre, grande cohérence. Juste un point. Il n'y a pas très longtemps, vous me disiez, je vous demandais quels étaient vos projets. Vous me disiez, c'est à peu près texto la citation, j'attaque le goudron et c'est pas facile. Et cette année, vous avez publié 2 textes, donc Les Pays et une nouvelle que je trouve absolument formidable, qui est chez un tout petit éditeur qui s'appelle Le Chemin de Fer, je crois, oui. Qui est une petite maison d'édition de la Nièvre. La nouvelle s'appelle Gordana. Et là, effectivement, on vous voit dans ce milieu urbain. Hein, à la fois avec ce que ça représente d'isolement, de nouvelles relations et tout ça. Donc je signale beaucoup cette nouvelle Gordana de Marie-Hélène Lafont. Anne Berest, vous c'est tout à fait autre chose. Années 80, dans ce roman Les Patriarches, il y a à la fois la quête des ascendants, il y a aussi les déviations, donc, hein, plus des vies mais des déviations, les groupes qui peuvent devenir sectaires, déviation aussi pour des raisons de cam, de drogue. Et vous êtes sur un milieu donc totalement différent. Parlez-nous de cette ambiance et de votre intention avec ce roman. Mon intention première, c'est de parler du patriarche. Donc le patriarche, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été créé en 1974 par Lucien Engelmayer. Et c'était une association de lutte contre la toxicomanie. Et Lucien Engelmayer avait trouvé une méthode de sevrage très particulière et qui était apparemment efficace. Il crée ça en 1974 dans une sorte d'utopie magnifique. Et 35 ans plus tard, c'est considéré comme une secte. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui s'était passé entre les deux. C'est-à-dire comment l'utopie devient une secte. Comment la meilleure intention du monde, comment l'idéologie communautaire se transforme en drame sur l'individu. Et j'ai choisi l'année 85 parce qu'elle est à mi-chemin, elle est à mi-parcours de l'histoire du patriarche. Et que c'était une façon de montrer à un moment donné où le bien et le mal sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que c'est un endroit qui a sauvé des vies. Des gens en témoignent encore aujourd'hui. Et puis c'est un endroit qui a bousillé d'autres. Les gens ne sont plus là pour témoigner, évidemment. Alors, peut-être pas aussi frontalement qu'avec Marianne Lafont, mais il y a la question de la source, de quelle manière vous êtes intéressé à ce groupe-là. Alors, sur la méthode de travail, je me suis évidemment renseignée presque comme un historien qui ferait des recherches. Et vous rencontrez le sujet de quelle manière ? Par les journaux, En fait, le personnage de Gérard Rambert dans le livre est un personnage qui existe vraiment. C'est un de mes amis. Je lui ai demandé il y a 2 ans s'il acceptait d'être un personnage de roman. Et il m'a dit oui, je pense sans trop y croire. Ça l'a fait bien rigoler. Donc je lui ai posé beaucoup de choses et beaucoup de questions sur sa vie pendant un été.
Et puis 2 ans plus tard, je suis arrivée avec le roman. Donc c'est c'est- lui qui m'a parlé oui. du Au patriarche. niveau de la méthode de travail, vous avez C'est-à-dire que quand il m'a finalement parlé du patriarche, Hmm. je me suis dit d'accord, c'est le sujet du livre. Et à partir de là, j'ai travaillé. mais vous je me avez suis pratiquement un documentée. travail journalistique au départ. Ouais. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai lu les livres, j'ai Mais c'est curieux, alors on va faire une petite parenthèse parce que vous avez une activité de romancière, mais vous avez également créé une société. Je trouve cette société assez intéressante justement. Ça ne vous gêne pas d'en parler? Ah ben, pas du tout. Bon, alors c'est une société qui s'appelle Porte Plume et qui a 2 fonctions, du livre d'entreprise et vous savez ces fameux livres de mémoire que certaines personnes veulent se faire faire. C'est-à-dire qu'une personne va témoigner devant Anne Berest, lui apporter du matériau, elle le transforme en livre, on ajoute des documents photos à la demande Ouais. et la personne achète combien? 10, 20 livres, 50 livres? Autant ça peut être un exemplaire comme 2000 exemplaires. C'est-à-dire que c'est vraiment du sur-mesure, c'est à la demande. Et là, on retrouve votre démarche, au fond, qui est d'écouter et à partir de l'écoute, d'en faire des livres. Bah, c'est-à-dire que dans mon livre, donc il y a cette héroïne qui a cette commande de travail qui est d'écouter le personnage et de retranscrire sa vie. Et ben là, je suis partie effectivement, moi, de mon travail. C'est-à-dire que j'ai créé cette société qui s'appelle Porte Plume. Et mon travail, c'est d'écouter les gens, de retranscrire leur mémoire et qu'elle puisse être transmise aux générations futures. Et ce que vous me disiez également que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, vous avez énormément de demandes sur ces livres Oui. et qu'ensuite, vous devez jouer sur une question économique parce que ces livres ne doivent pas être trop chers. Oui. Et en même temps, vous devez, avec votre entreprise, gagner, Bah oui, parce que gagner c'est votre beaucoup vie. de travail. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est un livre qu'on écrit. C'est-à-dire que ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, on fabrique des très beaux livres. La qualité du papier est incroyable. Donc, oui, c'est vraiment un bel objet. C'est du luxe, quoi. On va demander à Marine Lafont, peut-être qu'elle a envie de se faire publier des livres comme ça avec sa vie. Vous seriez cliente chez Anne Non, Berest? je crois qu'il n'y a pas matière. En revanche, le beau papier, ça m'intéresse. Thierry Bestingel, donc île déserte, hein, c'est aussi l'île déserte, enfin on joue quand même là-dessus, mais c'est la confrontation, c'est un thème je disais contemporain et que brasse l'actualité, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, on a là où on fait de la représentation, de la vente de papier peint, de la représentation de papier peint, donc c'est l'entreprise qui est créée traditionnellement par un personnage, ensuite c'est une affaire de famille, et puis finalement au cours du temps de rachat, il y a une dépersonnalisation totale, on sait que cette entreprise elle vaut tant, elle peut rapporter tant, et on se moque totalement du personnel. Alors dans cette entreprise il reste un représentant de vieille école, et c'est quelqu'un qui a une clientèle fidèle, mais c'est quelqu'un qui peut aller discuter le coup avec un client, même si ce client ne lui achète rien, il entretient son réseau, il entretient la conversation et il sait que de toute façon, la prochaine fois, il vendra. Tout ça, vu du côté d'une entreprise assez froide, c'est du temps perdu, c'est pas rentable. Donc on lui met dans les pattes une jeune femme qui a pour mission de le tuer en fait. Voilà, exactement. D'éliminer. Donc, il y a effectivement 2 personnages. Un premier personnage qui est un vieux VRP, qui a contribué d'ailleurs à fonder cette entreprise. Et puis il y a une jeune directrice des ventes qui arrive, qui va donc chapeauter cette équipe de vendeurs. Et elle s'aperçoit très vite qu'en fait, ce qu'on lui demande, c'est de tuer l'ancêtre, c'est-à-dire de le mettre à la porte. Ce qui est en même temps... Au nom d'une raison strictement financière. À la limite, même pas. Parce que, en fait, cet ancêtre, il réalise le meilleur chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, si elle le licencie, elle s'ampute elle-même d'une manne financière qui la concerne directement. Donc, à la limite, elle se tire une balle dans le pied. Mais en revanche, ce que lui ne respecte pas, c'est la nouvelle stratégie de l'entreprise. Et cette stratégie, elle est très simple. Avant, on vendait du papier peint. Et puis maintenant, on fait une espèce de concept global où on mélange une sorte de décor et on demande justement à ce vieux VRP de vendre à la fois du papier peint, mais aussi des canapés, du mobilier, etc. Et lui, c'est au-dessus de ses forces. Vous savez, c'est comme à la FNAC. J'ai appris récemment qu'à la FNAC, on vendait des cafetières maintenant.
Bah voilà, c'est un peu ça. Donc derrière, C'est juste une parenthèse. derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça correspond à notre idée, à l'idée dans laquelle on a toujours baigné pour travailler? Est-ce qu'on est capable de s'adapter à une évolution comme ça? Et lui, foncièrement, il ne peut pas. Alors il a une espèce de postulat assez simple qui consiste à dire, alors c'est une espèce de raccourci où il dit, ben, l'homme, il n'a pas mis des milliers d'années à se tenir debout pour finalement, pour s'avachir dans un canapé. Alors pourquoi il a un raisonnement comme ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de se poser. Il a toujours été sur la route, il a toujours voyagé, et finalement, il n'a jamais eu l'occasion finalement de s'arrêter, et il trouve que c'est stérile d'ailleurs de s'arrêter. Voilà, il veut rester en quelque sorte une sorte d'homme debout. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je parlais de logique financière, je trouve que ça pourrait s'appeler aussi la question humaine. Vous savez, il y a un très beau livre sur la logique d'entreprise, comme ça, qui s'est appelé La question humaine, qui a donné un film par la suite. Oui. Je trouve que c'est ça, la question humaine, c'est-à-dire la place de l'homme dans cette société. Et c'est pour ça que je voulais parler de froideur et de logique financière. Et vous avez très bien fait de rappeler les enjeux. Et tout le film repose sur le jeu entre ces deux personnages, finalement. Voilà, c'est-à-dire la difficulté des entreprises modernes maintenant, c'est justement cette communication à différents échelons. Et donc là, je ne mêle pas les deux personnages. C'est-à-dire que les deux personnages vont alterner dans différents chapitres. Et en plus, ces personnages-là, je ne les nomme pas en tant que tels, ils n'ont pas de nom, parce que dans une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir des noms, on a besoin surtout d'avoir des fonctions. Donc un vieux VRP, comment ça peut se nommer dans une entreprise? Ça peut se nommer par exemple par un sobriquet que peuvent lui donner ses collègues, qui vont l'appeler l'ancêtre ou l'ours par exemple. Et puis lui-même, par exemple, en voyant cette jeune directrice arriver, qui a une allure un peu sportive, il va la nommer la jeune sportive. Donc on est cette fois-ci, on est en dehors des noms. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment j'allais pouvoir tenir un récit sans leur affecter de nom. Et j'ai voulu justement pour ça essayer le tutoiement, le tutoiement et le vouvoiement. Et ce qui me paraissait intéressant, parce que du coup on est face à ces personnages-là, et on y mêle quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est les éléments du discours. C'est-à-dire on n'est plus radicalement dans la description, on est dans le discours tel qu'on peut l'avoir par exemple avec des argumentaires de vente, tel qu'on l'a soi-même dans les conversations, en utilisant le tu et en utilisant le vous. Donc on est une espèce de... le lecteur se sent à la fois témoin, un peu acteur, et il rentre de plein pied dans ce discours, et dans tous les malentendus du discours, bien entendu. Je crois que Marie-Hélène Lafont veut intervenir. Et j'ai envie de dire qu'il y a un autre personnage dans le roman qui est magnifiquement nommé, lui, qui est Arthur Rimbaud. Quand on a lu ce roman-là, on ne voit plus son canapé de la même façon, et on ne pense plus non plus tout à fait à Rimbaud de la même façon. Oui, parce qu'il y a aussi une question de paysage qui est important dans toute cette histoire. Oui, vous avez raison. Effectivement, Arthur Rimbaud joue un grand rôle. Alors pourquoi il joue un grand rôle, Arthur Rimbaud? C'est surtout parce que Rimbaud, il a une connotation dans l'histoire littéraire qui est très tranchée. Il y a le Rimbaud des poèmes, et puis après, il est déconsidéré une fois qu'il change de vie, qu'il se retrouve négociant en Afrique, donc une sorte de VRP. Et là, on considère que ce sont deux vies sa vie de VRP ne vaut pas celle de poète. Et l'ancêtre, qui s'est pris de passion pour Rimbaud, pour lui, il veut réconcilier ces deux vies. Il se sent aussi bien rimbaldien quand il vante ses papiers peints avec un langage qui est magnifique d'ailleurs, et en même temps, il se sent profondément VRP aussi, et dans la façon dont Rimbaud, qui était perdu dans l'Afrique, pouvait l'envisager. C'est-à-dire, on traverse des paysages, et lui aussi traverse des paysages comme ça. Merci. On arrive pratiquement au terme. On va faire une dernière tournée de questions. Anne Berès, quand vous écrivez ce livre, vous le dessinez à qui et pourquoi? Est-ce qu'il y a une forme de prévention, d'alerte? Est-ce que ça s'adresse... Sur la drogue? Ouais. Je sais pas, sur la drogue, sur pas mal de choses. Sur les pièges, effectivement. Quelque chose qui paraît très bien, qui se referme comme ça. J'espère que quand on termine le livre, on a moins envie de se droguer qu'en le commençant. Un peu plus, s'il vous plaît. Et sinon, à qui Est-ce que vous pensez au futur lecteur quand vous écrivez, en fait? Quand j'écris, je pense
Je pense aux gens que j'aime, c'est-à-dire de façon très très précise à des amis, où je sais que ça va les faire rire, ils vont trouver que j'ai eu de l'audace ou que ça je l'ai réussi. Et donc je me dis qu'en pensant très précisément à eux, peut-être que, c'est-à-dire en étant très très particulier, ça va marcher sur d'autres gens qui ne me connaissent pas, mais qui voilà. Thierry Bestingel, je dirais presque dans votre livre, il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de la démonstration ou de la pédagogie ou je ne sais pas quoi. Mais peut-être quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une alerte en disant attention, pas trop vite. Je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose dont j'ai horreur quand j'écris des livres, c'est d'avoir l'impression de donner une leçon. Alors, la démonstration, d'accord, mais surtout pas la leçon. Pourquoi ? Parce que derrière, j'essaie surtout pas de dire, voilà, c'est ça, le monde de l'entreprise est assez impitoyable, et puis il faut telle et telle je dirais raison. Presque que le livre est porté, peut-être pas le mot militantisme et pas le bon, oui, mais par vraiment une vraie conviction. Oui, c'est une vraie conviction. Pour moi, la conviction, c'est la conviction du quotidien. C'est-à-dire, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe ? Quand on parle du travail en France, en fait, on ne parle pas du travail. On parle du non-travail, c'est-à-dire du regard médiatique, le chômage, les délocalisations. On ne parle pas du quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand minute après minute, quand on est devant justement un ordinateur ou devant une pièce ou devant quelque chose à faire. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et derrière, comment on peut transcender le quotidien à travers ces éléments-là. C'est vraiment une espèce de prise directe avec la réalité qui m'intéresse. Je ne connais pas du tout votre parcours personnel. Je vous pose une question à laquelle vous répondez ou ne répondez pas. Quelles ont été vos expériences professionnelles dans divers domaines ? Alors moi, je travaille dans une grande entreprise qui s'appelle France Télécom. C'est vrai que je me suis... c'est très marqué, c'est très marqué dans l'histoire récente sur ces questions. Oui, mais là, par exemple, je m'en suis inspiré. J'ai en fait créé cette entreprise de papier peint. Mais ce qui m'a inspiré, c'est les façons... Vous appartenez au staff de direction ou vous êtes un peu plus non, dans les moi je étages suis inférieurs ? un cadre lambda dans la vaste entreprise qui compte 100 000 personnes. Donc je suis vraiment un tout petit maillon. Et ce qui me permet d'ailleurs d'avoir une liberté de parole et qu'on m'octroie, facilement et généreusement. J'ai aucun souci par rapport à cette double appartenance, à la fois et d'écrire des livres, même sur mon entreprise, et d'écrire des livres aussi qui ont un rapport avec le travail. Ça ne me gêne pas du tout. Merci. Marie-Hélène Lafont, dernière question. Vous avez augmenté votre couverture presse de manière assez considérable avec ce livre. Alors, je dis que vous publiez Les Pays, mais également un autre livre qui s'appelle Album, qui est un ensemble de courts textes sur la nature et sur le milieu rural, en gros, hein, on va dire comme ça. Tracteur, c'est la nature, Tracteur, oui. Daniel Martin ? C'est la campagne, Tracteur. Alors, vous avez augmenté votre couverture presse. Est-ce que vous avez un peu fait bouger votre lectorat ? Est-ce que vous avez augmenté votre lectorat ? Est-ce que vous avez de nouveaux lecteurs qui viennent vers vous ? Oui, ils viennent, ils s'incarnent, ils sont là, ils disent des choses, surtout ils ouvrent des pistes dans le livre auxquelles je n'avais pas pensé. Et c'est la principale raison pour laquelle j'aime beaucoup la rencontre avec les lecteurs. Et vous avez tout à l'heure posé à Anne Berest la question de savoir si elle pensait au lecteur quand elle écrit. Alors justement, moi, quand j'écris, je suis comme une taupe ou comme une brute. Je ne pense absolument pas au lecteur, jamais. En revanche, quand je suis de l'autre côté du livre, en amont du livre, et que le lecteur s'incarne et qu'il a une parole et qu'il est là en face de moi, c'est le plus souvent extrêmement jubilatoire. Toute dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous avez publié un livre, est-ce que vous lâchez ce livre ou est-ce que vous tenez la bride encore ? Moi, je lâche. Vous lâchez ? Pour moi aussi, c'est pareil, je lâche complètement. Anne ? Oui, moi aussi. On n'a pas compris. Oui, moi aussi. Merci. Nous terminerons sur ce très beau sourire. Marie-Hélène, vous vouliez rajouter un mot ? Non. Absolument pas. Je sais très bavarde, donc c'est pour ça. Merci à tous. Donc je rappelle, Anne Berest, Les Patriarches, Marie-Hélène Lafont, Les Pays, Thierry Bestingel, Île déserte. Vous voyez qu'ils ont tous des titres très très courts, ce qui pour moi est beaucoup plus facile. Vous les retrouvez sur les stands de Fayard, de Buchet-Chastel et de Grasset. Merci à tous.
Dans quelques minutes, une autre émission avec France Bleu, la montagne, Corrèze Télévision et la ville de Brive. Retrouvez cette émission sur le site www.corrèztelevision.fr.